Il est le reflet d'une identité. Les joueurs l'embrassent et les supporters le brandissent avec fierté. Au fil du temps, il a évolué, s'est transformé, jusqu'à devenir le premier symbole d'un club, sa signature visuelle, son âme en image. On le retrouve partout, dans les travées des stades, sur les drapeaux, les écharpes, les maillots. Et s'il est reconnaissable par tous, sa forme, ses couleurs et ses symboles en disent néanmoins beaucoup plus que vous ne le pensez. Si l'on peut s'accorder pour dire que le football est né au 19e siècle en Angleterre, on peut affirmer facilement que son essor a été favorisé par l'ancrage industriel européen. De nombreux clubs ont été fondés à partir de manufactures et de sites industriels, au sein même desquels on trouvait des clubs de sport pour les ouvriers et les employés. Et si aujourd'hui tout cela a disparu, laissant place à de véritables structures sportives professionnelles, où les joueurs empochent désormais bien plus d'argent que leurs aînés, il reste encore un ancrage industriel bien visible dans l'identité des clubs sur leur logo. L'un des exemples les plus parlants et bien connus, c'est Arsenal. Ici le coup de canon est une tradition. Et dans un match de Ligue des Champions, cela prend une autre dimension. Si le coup de canon est de tradition, représenté par un canon sur son logo, Arsenal rend ici l'hommage à ses origines qui, malgré ce que l'on pourrait croire, viennent du sud de Londres. En 1886, des employés de la Woolwich Arsenal Armament Factory décident de créer une équipe de football qu'ils baptisèrent Dial Square, du nom d'un bâtiment situé au sein de la manufacture. Peu de temps après, le nom de Royal Arsenal est adopté, donnant au club son nom quasi définitif. Quant au blason du club, c'est en 1905 qu'il apparaît pour la première fois, reprenant les armoiries du quartier de Woolwich. 3 canons surmontés de têtes de lion en hommage à notre manufacture royale d'armement pour laquelle le quartier est célèbre. Cependant, en 1913, le club déménage au nord de Londres dans le quartier de Highbury et le maintien du canon dans le logo ne semble pas si évident. 2 ans plus tard, le club change de nom pour devenir simplement The Arsenal et le logo du club réapparaît quelques années plus tard au milieu des années 20, arborant cette fois-ci l'inscription The Gunners, ainsi qu'un seul canon qui pointe vers l'est ou vers l'est suivant les déclinaisons, mais sans véritable raison officielle ni symbolique. Au fil des années, le blason d'Arsenal va évoluer au gré des modes et des tendances, mais en gardant toujours ce symbole du canon tiré directement des origines du club et de la manufacture d'artillerie de Woolwich, en ajoutant d'abord le rouge des maillots, puis dès 1949 en ajoutant la devise Victoria Concordia Crescit, traduisée ici par La victoire s'accroît dans l'harmonie, en hommage au titre de champion d'Angleterre acquis au terme de la saison 47-48. C'est enfin en 2002 que le logo du club a connu sa dernière évolution majeure, dans un souci de modernité et d'épuration. Le canon, toujours plus au centre du logo, est repositionné vers l'est, mais cette fois-ci sans la devise. Depuis 120 ans désormais, Arsenal arbore fièrement le canon sur son blason, symbole de ses origines ouvrières et industrielles. Quoi de mieux que Lens pour parler de l'ancrage industriel en France ? De manière plus globale, le bassin minier français fut très important dans le développement du football dans le nord et l'est de la France dans la première moitié du XXe siècle. D'importants clubs comme Bully-les-Mines ou Neu-les-Mines situés en plein cœur du bassin minier ont vu évoluer de grands joueurs avec en figure de proue un certain Raymond Kopa, fils d'immigrés polonais et mineur de fond dès ses 14 ans. En fait, si l'activité minière s'est autant liée au football, c'est pour une raison assez surprenante. Les compagnies minières ont largement contribué à l'essor des clubs de football dans le but d'effectuer un contrôle social sur les mineurs. En clair, encourager la pratique sportive des salariés de la mine les éloigne des activités syndicales et revendicatrices. En échange, les dirigeants des mines offrent des avantages aux meilleurs joueurs qui abandonnent toute activité syndicale. Un logement, du charbon pour se chauffer et des primes en cas de victoire. On assiste alors à la fin des années 40 à la création du statut de footballeur mineur. Et c'est précisément le cas au RC Lens. Fondé en 1906 au sein des élites bourgeoises, c'est en 1937 que la compagnie des mines de Lens prend le contrôle du club. Les joueurs y sont semi-professionnels et leur rythme de vie jongle entre travail à la mine et football.
Et même s'il pourrait gagner un peu plus en jouant ailleurs, il profite d'une stabilité de l'emploi et des avantages en nature. Toute cette épopée minière dans l'histoire du RC Lens va ainsi se retrouver dans son logo. En 1955, un premier blason officiel apparaît pour le club, arborant en son centre une lampe de mineur, symbole de cet ancrage ouvrier. En 1979, le logo va ensuite prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. La lampe du mineur reste présente mais plus discrète, au milieu des armoiries de la ville de Lens, représentant un château et 2 fleurs de lys. Enfin, le blason reprend les couleurs du club, sang et or. Et malgré le mythe autour de la symbolique, ces couleurs ne représentent pas le sang des mineurs et l'or du charbon qu'ils extraient. Ces couleurs ont été attribuées en 1924 sous l'impulsion du président René Moglia, en souvenir de l'occupation espagnole au XVIe siècle à Lens et dans le pays d'Artois. Les couleurs originaires du club sont d'ailleurs le vert et le noir, représentant le charbon et le vert de la place verte. Enfin, quoi de mieux que l'Allemagne pour parler d'industrie ? Deuxième puissance industrielle mondiale à l'aube de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est le berceau d'une industrie métallurgique et mécanique où l'essor industriel du XXe siècle fut aussi un important vecteur dans la construction des clubs de football que nous connaissons. Et c'est à Leverkusen que l'on retrouve la trace omniprésente d'une société bien connue, l'entreprise Bayer. Le pionnier de l'industrie chimique et pharmaceutique allemand, fondé au milieu du XIXe siècle, voit naître en son sein un club de gymnastique en 1904 sur proposition de 70 employés de l'usine. Puis 3 ans plus tard, en 1907, une section football voit le jour, devenant rapidement le sport phare. Le Bayer Leverkusen est alors l'exemple parfait de ce qu'on appelle la Werkself, qui se traduit littéralement par équipe d'usine. L'accès au club est ainsi réservé dans un premier temps aux employés de l'entreprise et aux habitants de la ville de Leverkusen, jusqu'à l'essor du football professionnel en Allemagne au tournant des années 50. Malgré cette professionnalisation et le fait que les joueurs du club ne soient plus des employés de l'usine, l'entreprise Bayer reste toujours omniprésente dans l'identité du club. Le géant pharmaceutique allemand détient toujours 100% du club, et outre l'apposition du nom dans l'appellation, la présence dans le logo est également bien là. On observe dès 1928 la présence du logo de la firme dans le blason qui ne cessera d'y figurer jusqu'à aujourd'hui. Cette fameuse croix Bayer est entourée dans le logo actuel par 2 lions qui sont une reprise du premier logo de l'entreprise Bayer, un lion ailé dominant un globe terrestre et tenant le bâton d'Asclépios, symbole de médecine. Ces éléments sont d'ailleurs représentés dans le premier logo du Bayer Leverkusen entre 1904 et 1907. Ces logos, ceux que l'on dessine, que l'on connaît par cœur et qui symbolisent le football des clubs que l'on suit assidûment chaque week-end, sont le reflet de nos sociétés. Ils changent mais leur sens reste, celui du football, un sport populaire qui a émergé il y a plus de 150 ans entre la haute sphère bourgeoise et le monde ouvrier issu de l'essor industriel. Et si aujourd'hui le statut du footballeur a largement évolué, le blason du club, lui, marque l'héritage de ce passé, sans lequel rien de tout cela aujourd'hui n'existerait.